Bonjour les Graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée au marché. Je regarde que tout est en ligne, oui, ça a l'air ok. Et donc on va faire un petit peu le tour. Le point majeur qu'on a eu cette semaine, c'était donc le PIB américain qui est ressorti à moins 1% au lieu de plus 1 attendu. Bon, c'est toujours la même chose, hein. Les analystes, il faut un petit peu s'en méfier. En règle générale, ils visent quand même pas mal à côté. Et dans le cas des résultats Amazon, on voit qu'encore une fois, ils n'ont pas intégré Rivian, ce qui fait qu'il y a quand même des gros décalages. Donc il faut éviter voilà, de prendre ça au premier degré. Même chose pour le PIB US, éviter de prendre ça au premier degré. D'une part, pour avoir une récession, il faut avoir deux trimestres négatifs. Deuxièmement, il faut aussi prendre en compte la balance commerciale américaine, notamment les importations euh, qui sont à la hausse, bien entendu, fortement haussières, et donc qui continuent à déséquilibrer la balance commerciale américaine, mais c'est pas nouveau, et qui impactent donc également le PIB américain. Mais globalement, si on regarde la confiance du consommateur, contrairement à l'Europe, est encore ok, on va dire, aux US, et la croissance, la consommation, on va dire, est elle aussi encore ok. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir droit à justement une dégradation au fur et à mesure, ce qui est à anticiper. Mais globalement, ce n'est pas cette baisse du PIB US qu'il faut interpréter comme d'ores et déjà la récession est à nos portes. Non, ça prendra certainement plusieurs trimestres supplémentaires. En tout cas, la récession, je pense, sera plus facilement, plus rapidement à nos portes en Europe qu'aux US. Et surtout, ce n'est pas ça, à mon avis, qui la semaine prochaine va changer l'idée que la Fed va remonter les taux, parce que leur but premier, c'est de combattre l'inflation. L'inflation continue d'être forte. On est très certainement en train de construire le pic, hein, et sur un plateau. Mais la problématique, c'est qu'on peut y rester ou qu'on peut baisser très doucement, pas suffisamment rapidement. Et donc, la Fed veut casser un petit peu les pattes arrière de l'inflation en augmentant ses taux. Et à mon avis, c'est pas le PIB US qui vient de sortir qui va changer la donne. Donc, on devrait avoir logiquement 0,5 la semaine prochaine. Euh, et, euh, et très certainement la Fed qui va continuer de valider que en gros, ils vont continuer leur plan. Il y a fort à parier cependant que, bon, on ne sait pas, d'ici quelques mois, on se rendra compte que les stats économiques commencent vraiment à bien dégrader. Notamment, on regardera les PMI. Euh, Et ce qui poussera la Fed à un moment donné ou à un autre dans les prochains mois à dire hop hop hop, on appuie un petit peu sur le frein, on va pas aller au bout justement du resserrage qu'on avait, ou du resserrement plutôt, c'est plus français, qu'on avait prévu selon le calendrier. Et c'est là où on rentre un petit peu dans une espèce de melting pot où ça va être assez compliqué de s'extirper. Parce que d'un côté, on a l'inflation des matières premières, on a la Chine qui est sous Covid. Donc en fait, on a énormément de forces qui sont un petit peu antagonistes. Et tout ça, il va falloir attendre que le marché justement se batte. Et c'est pour ça qu'on a énormément de volatilité, parce qu'on a plusieurs camps qui vont se battre. Et en attendant d'avoir réellement le scénario que le marché va privilégier, eh ben, ça continue de se battre, ça continue d'être très volatile. Donc d'un côté, je veux dire, on a le Covid en Chine, ce qui fait que, eh ben, on impacte évidemment la consommation chinoise, ça impacte pas mal de sociétés américaines. On a vu notamment, au-delà de la Chine et de la guerre, on a vu notamment Apple qui a sorti de très bons résultats, et beaucoup de sociétés ont sorti de très bons résultats, mais sont très prudents sur la suite, tout simplement parce que ben, on commence bien à impacter le consommateur. Les prix également commencent à être regardés par le consommateur et les entreprises également, puisque les réserves de cash, les réserves d'épargne commencent à s'amenuiser. Donc on est plus regardant sur les prix, on cherche des alternatives, voire on n'achète pas ou on retarde l'achat. Et à partir de ce moment-là, voilà, on a cette consommation chinoise également, et donc on a les matières premières qui tankent un petit peu, mais d'un autre côté, on a toujours le conflit en Ukraine, on a toujours une escalade possible, on voit cette escalade maintenant, c'est on coupe un petit peu le robinet du gaz, les Européens vont très certainement couper le charbon et le pétrole, par contre le gaz, on va très certainement attendre. Bref, le marché, on le voit, n'est plus en panique sur ces escalades-là, parce que ben, je pense que tout simplement,
le marché s'habitue à tout et surtout le marché a bien compris que voilà, maintenant on est un petit peu de part et d'autre dans des escalades un petit peu qui sont des escalades sans être des escalades, puisque chacun a une ligne rouge qu'il ne peut pas franchir, qu'il sait qu'il ne peut pas franchir. Euh, Pendant ce temps-là, le conflit, malheureusement, évidemment, continue sans qu'on puisse, cette fois-ci, entrevoir un cessez-le-feu rapide. À partir de ce moment-là, donc, il y a aussi une autre branche qui se dit que la Chine va bien sortir du Covid et va bien déconfiner. Et que pour déconfiner, la Banque centrale chinoise va être l'une des seules dans le monde à adopter une politique accommodante, voire même à dévaluer le yuan pour évidemment redonner un petit peu de peps à une croissance qui était déjà la plus basse qui avait été donnée depuis déjà quelques décennies. Donc ça, voilà, c'est l'idée de se dire, et c'est ce qu'on voit également avec pas mal de rebonds sur les valeurs chinoises, donc qui rebondissent fortement, puisqu'on joue cette politique accommodante de la Banque centrale chinoise éventuellement. Donc voilà un petit peu, on voit, on est entre deux, c'est-à-dire que d'un côté, on est, oui, l'inflation est toujours là, hausse des matières premières, la Chine va sortir de son déconfinement, il y a toujours la guerre, il y a toujours des pénuries, il y a toujours des problématiques d'approvisionnement, etc. Donc, matières premières, transport, etc. On continue de jouer là-dessus. Euh, mais également, d'un autre côté, c'est maintenant la peur de la baisse de la croissance. Et ça, c'est ça où ça va être important. Et donc, d'un côté, voilà, on est pro-valeurs cycliques. On continue avec les valeurs value, les valeurs cycliques, tout ce qui est énergie et compagnie. D'un autre côté, on a peur éventuellement du scénario de baisse de la croissance. Donc là, les valeurs cycliques, elles n'apprécieront pas trop. Ce qui est peut-être le scénario, si l'inflation reste élevée, c'est un petit peu de stagflation, donc c'est plutôt minière, or, argent, platine et compagnie qui vont nous intéresser. Et valeurs défensives, valeurs non cycliques. Également de la tech, on en avait parlé. La technologie, c'est pas parce que vous avez les taux qui augmentent qu'il faut bazarder toute la technologie dans le même panier. Alors bien sûr, il y avait des survalorisations, surtout aux États-Unis. Vous avez la tech européenne qui est un peu moins survalorisée. Mais ce qui va être intéressant, c'est surtout qu'on fait le tri. Le marché va faire le tri. Et ça, c'est bien. Mais à partir du moment où vous avez même des valeurs technologiques qui ont une visibilité, qui ont une croissance qui est supérieure justement à la peur de la décroissance des PIB et supérieure à l'inflation, c'est quand même des valeurs qui vont intéresser. Qui plus est, si en effet le marché va pour anticiper le fait que la Fed n'ira pas au bout de sa politique et que donc certes, en effet, on resserre les politiques monétaires, mais les marges de manœuvre sont très fines à partir d'un moment donné ou à un autre, évidemment, le marché va s'en rendre compte et va commencer à pricer le fait qu'en gros, on a eu les hausses de taux qu'on pouvait avoir, pas qu'on devait avoir, mais qu'on pouvait avoir, puisque au niveau d'inflation et au niveau d'endettement sur lesquels on devrait avoir des taux à 10 ans qui sont aux alentours de 5-6% facilement. Or aujourd'hui, aux US, globalement, on est à 3 et en Europe, notamment en France, je veux dire, on est à 1,5. On ira peut-être pousser jusqu'à 2, mais voilà, il faut bien comprendre aussi qu'aujourd'hui, les taux restent quand même contenus et c'est quelque part toujours une politique accommodante. Même si on resserre énormément, on reste toujours dans un environnement qui est accommodant quand on compare, non pas à l'an dernier évidemment, mais à ce qui se passait avant le Covid notamment. Donc une fois qu'on a dit ça, on va rentrer un peu plus dans le détail des graphiques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager les vidéos, voilà, ça fait toujours plaisir, ça motive à continuer et également à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas également les vidéos dans lesquelles je tente de rentrer un peu plus dans le détail, parce que je ne peux pas rentrer dans le détail de tout dans ces vidéos hebdomadaires, sinon elles feraient 3 heures. En plus, moi, une fois que je suis parti. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous recevez une notification également quand je publie des vidéos en milieu de semaine, en règle générale, quand j'essaye de rentrer un peu plus dans le détail d'un sujet particulier. Une fois qu'on a dit ça, on va regarder les indices et on va regarder ensuite une série d'actions. Allez jusqu'au bout de la vidéo globalement parce qu'il y a pas mal d'actions, je pense, dont je vais parler qui ne sont pas dans la liste
que je vais vous montrer tout à l'heure, simplement parce que j'ai pas eu le temps de la mettre à jour, et que je vais aller piocher dans d'autres listes un petit peu en mode freelance. Allez, donc au niveau du CAC 40, globalement résilient cette semaine, c'est le mot. On s'est fait peur en début de semaine, ici, avec la fermeture du gap et potentiellement la cassure par le bas du niveau de support, mais la mèche basse ici a prouvé qu'il y avait des acheteurs. Donc on continue à jouer valeur cyclique, puisque le marché, le CAC 40 notamment, on est blindé. Donc on a de la résilience, pas beaucoup de tech là-dessus. Mais même la tech européenne, je trouve, est assez résiliente. Pour autant, on finit mi-figue, mi-raisin, globalement, c'est-à-dire qu'on est revenu chercher les 6600 points, qui est la résistance intermédiaire, mais on ne clôture pas au-dessus. Donc, les jeux sont ouverts. Les jeux sont globalement toujours ouverts pour la semaine prochaine. Pour moi, globalement, tant qu'on n'ira pas clôturer au-dessus des 6008 pour arrondir, on ne peut pas parler de retournement haussier. Et tant qu'on n'ira pas justement recasser cette zone des 6380, on ne peut pas parler déjà de marché baissier, je parle. Et on irait chercher à ce moment-là cette zone des 6002. 6002, 6100, qui pour moi reste un support, mais toujours, je dirais, dans une espèce de large range. Donc l'idée, pour moi, c'est toujours une espèce de mode yo-yo, en attendant qu'on sorte d'un côté ou de l'autre. Et pour l'instant, on a vraiment très peu d'indications pour essayer de privilégier un côté ou l'autre. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on le voit que même au niveau de la macro, c'est très partagé, et ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on anticipe, quoi. Est-ce qu'on joue le court terme, ou est-ce qu'on est déjà en train de jouer et d'anticiper ce qui va se passer dans 6-9 mois? Et là, on voit que c'est ça qui bataille le marché. Donc il faut faire attention de ne pas se faire noyer au jour le jour, parce que concrètement, le marché il est en train d'alterner et de batailler entre les éléments de court terme, mais ensuite commencer déjà à jouer le coup d'après. Et donc petit à petit, on va voir que ça va certainement se clarifier. Pour l'instant, on voit qu'on est encore très neutre et donc que toutes les forces en présence continuent de batailler avant de choisir. Donc pour l'instant, on est vraiment au milieu du gué sur un CAC 40 par exemple. Si on regarde sur un Nasdaq, là par contre, évidemment, les valeurs technologiques et on voit que les résultats des GAFAM aussi ont amené énormément de volatilité. On ne change pas globalement la grosse nervosité et l'attaque de début de semaine à partir du moment où on a cassé les 13 009, 13 008 et 13 007. On est allé chercher assez rapidement, malgré quelques soubresauts, mais vous le voyez à chaque fois c'était des rebonds techniques, on est revenu chercher cette zone des 12 009, 13 000 points. Alors j'avais un support un petit peu plus bas, un support oblique, on n'est pas allé le chercher à ce stade-là. Mais globalement, on voit qu'on a des rebonds. Alors c'est des rebonds qui peuvent paraître assez importants, c'est des rebonds de 4-5% sur les plus bas, bien entendu. Mais en fait, c'est des rebonds au prorata de la baisse également. C'est-à-dire que, je veux dire, même si on devait revenir jusqu'au 13 008, ce qui serait quand même un rebond assez intéressant, ça ne changerait pas la dégradation que l'on a sur les indices. Un indice comme le Nasdaq, par exemple, qui pour moi, tant qu'on va être maintenant sous les 13 009, bah, concrètement, en journalier, pour faire du moyen terme, etc., il faut avoir beaucoup de conviction quand même. On n'y est pas, on n'a pas d'indication. Alors rien ne vous empêche évidemment d'acheter et de vous dire je suis long terme, etc. Mais à aujourd'hui, les probas sont quand même contre vous. Donc à partir de ce moment-là, on rentre en fait dans une espèce de zigzag. On le voit en fait dans cette zone, allez, on va arrondir entre les 12 008 et les 13 008. En gros, là aussi, c'est une espèce de range où on peut pas mal zigzaguer, mais c'est un marché de traders. C'est un marché, justement, où on fait des allers-retours. Il y a suffisamment de volatilité pour choper, justement, des bonnes perfs dans les deux sens. Mais c'est terriblement usant. Et ça fait partie de ces marchés-là, en dehors voilà, du suivi de tendance. Ce n'est que si vous cassez par le bas qu'éventuellement on ouvrira la voie vers les 12 500 à 12 003, qui est pour moi le prochain gros niveau, en mode je capitule, très certainement. Ou au contraire, il faudra réussir à redéborder les 13 009 pour se remettre un petit peu dans des meilleures dispositions. Honnêtement, j'y crois pas. Actuellement, à aujourd'hui, globalement, revenir au-dessus des 13, revenir sur les 13 008, 13 009, pourquoi pas. Mais revenir au-dessus et les tenir, c'est ça qui est le plus important, ça me semble très compliqué aujourd'hui sur le sentiment de marché et sur les configurations graphiques que l'on a au sein de l'indice.
Alors après, c'est toujours la même chose, hein. Quand on regarde les indices, hein, c'est pas Jojo, clairement. Mais après, si on va regarder des secteurs d'activité ou des valeurs de manière individuelle, il y a encore toujours des très belles tendances moins de risque, des très belles tendances haussières, en effet, sur lesquelles on peut être au moyen long terme et se mettre encore en suivi de tendance. Mais quand même, de moins en moins, et ça commence un petit peu à fragiliser. Donc à ce stade-là, je veux dire, on est encore dans de la construction. Donc c'est normal que ça zigzague énormément. On a beaucoup de personnes qui s'arrachent les cheveux en se disant c'est pas possible, un coup on prend plus 3, le lendemain on prend moins 3. C'est ça un marché qui est dégradé, c'est ça un marché qui est volatile et qui donc met énormément d'écart. Et vous avez ces mouvements de 3%, mais qui ne changent pas la donne. Donc ça sert à rien de se dire parce que ça a gagné 3%, ça y est, c'est reparti pour un tour, et parce que ça perd 3%, d'avoir la tête au fond du bac à sable. Donc on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement différents dans un marché justement qui est en train de dégrader. Si, pour moi, le point qui est important, là, c'est cette zone 12 008, 13 000 points. Si on lâche ça, il faut se méfier. C'est le moment où le marché peut partir en panique. Donc c'est ça vraiment qui est important. Tant qu'on va les tenir, on peut continuer de zigzaguer et de construire. Mais globalement, vous voyez, c'est redépasser les 13 500 pour s'offrir un rebond un petit peu plus sur la zone 13 008, 13 009. Mais 13 008, 13 009, ça va rester un point d'ancrage en dessous duquel, et bien ma foi, pour moi, le marché reste en mode trading, reste en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Quand on regarde le 10 ans américain ici, c'est ça qui va m'intéresser également. On a fait une petite détente cette semaine, mais globalement c'est du rebond technique dans une tendance qui reste baissière, donc les taux restent à la hausse. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe maintenant. C'est globalement, est-ce que, hop, on repart pour un tour, et c'est ce qui peut créer un petit peu le côté panique, ou non, on repart pas pour un tour, on repart et on bloque ici, et on commence à construire un support, un rebond, et on zigzague dans cette zone. Ce qui fait qu'on construirait une figure, un socle. Ça n'empêchera pas de peut-être la casser par le bas plus tard, et donc de relancer une poussée baissière, mais globalement, même si on relance une poussée baissière, je pars du principe qu'on est en train d'arriver dans le dur, là, dans cette zone justement des 102 à 100, et donc aux alentours de la zone des 3% hein, sur le 10 ans américain, pour construire éventuellement un socle qui permettra un rebond technique. Alors attention, hein, ça ne va pas se retourner du jour au lendemain, on reste très large, mais parce que justement on a beaucoup écarté, éventuellement on pourrait commencer à temporiser. Et peut-être que ça va arriver justement avec la Fed qui relèvera très certainement ses taux, mais c'est le discours qui va vraiment être intéressant. C'est est-ce que la Fed continue d'avoir un discours très strict, très hawkish, faucon, donc très resserrement monétaire, comme il a pu l'avoir ces dernières semaines pour nous préparer, très certainement, ou est-ce qu'il va commencer à intégrer un petit peu, de dire oui, on continue de combattre l'inflation et on va continuer de le faire, mais on se tient prêt dans l'éventualité où l'économie décélérerait plus rapidement que prévu, de stopper l'affaire. Donc c'est ça qui va être important, c'est de voir s'il y a une inflexion dans le discours. Ça m'étonnerait que ce soit pour ce discours-là, peut-être pour le début d'été, mais on verra. Mais c'est ça vraiment qui va être important, de la même manière que pour les résultats d'entreprise, je vous avais dit, pas la question si les résultats vont être bons ou mauvais, c'est la question de ce que vont dire derrière les CFO sur le reste de l'année et leur prudence. Alors évidemment, tout le monde a utilisé, de la même manière qu'on avait utilisé le Covid pour expliquer les mauvais résultats ou les perspectives prudentes, tout le monde a utilisé la guerre en Ukraine et tout le monde utilise également les problèmes Covid en Chine. C'est facile, ça a bon dos, mais c'est également vrai. Et en règle générale, c'est quand on se rendra compte que quand il n'y a plus ces problèmes-là, eh bien, certaines entreprises continuent d'avoir des problèmes. Parce que la problématique, c'est que ce n'était pas ça la vraie cause de leur problématique. Les causes étaient un peu plus déjà intégrées. Et ces éléments-là, ces événements extérieurs, macro, event, ne sont que finalement des renforcements d'une tendance de fond qui se met en place. Donc du coup, pour le 10 ans américain, c'est ça que je veux voir. C'est la construction d'un socle et la cassure par le haut de ce socle pour dire oui, on est en train de se détendre un petit peu sur les taux et donc est-ce que le marché est en train de jouer le côté justement la Fed va être un petit peu plus mollo.
Autre raison pour lesquelles les taux pourraient baisser et les obligations monter également, mais là ça se serait beaucoup plus en flèche, c'est évidemment si on a une vraie escalade militaire à nouveau sur le conflit ukrainien qui s'étendrait. Donc pour l'instant, on n'a pas, mais ça peut servir d'indicateur. L'autre élément également qui est très important, hein, évidemment, c'est l'euro-dollar. Alors tout le monde dit, voilà, l'euro-dollar se fait dégommer, le dollar est super fort, c'est super. Oui, mais en attendant, c'est pas tip-top pour les sociétés américaines également qui sont très internationalisées dans le S&P 500, c'est logique. Et par contre, c'est plutôt pas mal pour nos sociétés européennes qui exportent évidemment et qui se font payer, en dollars. Donc ce qu'il faut se dire également, c'est toujours la même chose, c'est pas mal pour nos sociétés, c'est moins bien parce qu'on importe énormément évidemment l'énergie, et qu'à un moment donné ou à un autre, évidemment, nos différents gouvernements, avec les taux qui montent, il va falloir savoir jusqu'où, les dettes et compagnie, à un moment donné, on ne pourra plus faire des boucliers, des plans, des machins, des trucs pour sauver tout le monde. Et ça, voilà, ça peut être la véritable problématique parce que malheureusement, je pense qu'on s'est mal habitué ces 2 dernières années, dès qu'on a un problème, à être sauvé par le gouvernement. Donc, au niveau de l'euro-dollar, c'est à peu près la même chose que sur les taux. C'est une tendance baissière, indéniablement, mais comme elle est très pentue, il faut s'attendre à des réactions et à des rebonds. Pour autant, ça n'en demeurera pas moins que des rebonds techniques. Il faudra là aussi construire un socle et casser ce socle-là ensuite par le haut pour commencer à se dire, oui, on joue un rebond un petit peu plus durable et donc commencer là aussi à rebalancer les stratégies sur tout ce qui va être le rebalancing des différentes rotations sectorielles, mais également des rotations géographiques. Mais pour l'instant, nous n'y sommes clairement pas. Ce qui va nous intéresser également, c'est les semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, on voit que ça joue pas mal. Alors vous voyez, je me suis cherché quand même. Alors je vais essayer de nettoyer un petit peu le graphique. Hop. Voilà. Donc globalement, là aussi, on a joué un petit peu à se faire peur. On est revenu voilà, sur ce niveau ici, des 380, 390, dont on avait parlé. Et globalement, c'est la même chose. Hein. Donc, on fait du rebond. Alors, c'est des rebonds assez intéressants, assez juteux, mais ils sont au prorata des baisses également. Et donc, on ne remet absolument pas en cause la tendance baissière. Et donc, tout ça, voilà, c'est qu'il faut bien se dire que c'est du zigzag, ça peut être des zigzags importants en attendant qu'on se décide. Parce que là, globalement, il y a 2 choix maintenant. Alors ça va être très intéressant parce que petit à petit, là, on risque de réduire la volatilité parce qu'on a fait le gros du mouvement, on arrive sur des supports importants. Si on lâche vraiment ces supports importants, ça veut dire qu'on part en mode capitulation, c'est-à-dire appel de marge et compagnie. Mais tant qu'on les tient, en fait, on va construire la congestion. Et donc petit à petit, les mouvements vont se faire de moins en moins forts, jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la figure, et ce bout de figure, ça peut être fin mai, début juin, et là qu'on se décide soit à mettre en place un rebond un peu plus moyen terme, parce qu'on ne parlera pas de retournement haussier encore, soit on lâche par le bas, et à ce moment-là, on remet un coup de savate à tout ce petit monde. Je saute un petit peu du coq à l'âne, et on va se faire le Brent, parce que c'est toujours la même chose. On peut expliquer tout et n'importe quoi. Hein. Un coup, évidemment, le Brent il baisse parce que la Chine est en Covid, donc forcément, il n'y a pas de consommation, etc. Un autre coup, il monte et on dit, bah ouais, parce que la Chine elle va bien sortir de son Covid à un moment donné, et donc ils vont repartir, réutiliser. Et puis, c'est la guerre, donc également, on a des tensions sur tout ça. Plus simple, c'est tout simplement de se dire, on est dans une tendance haussière. Vous le voyez, on est dans la configuration de congestion qui continue. Et vous le voyez, le marché l'a très bien vu, cette figure-là, puisque une nouvelle fois, on est venu taper le support, on vient taper la résistance. Et donc là, c'est maintenant que ça se joue. On en sort par le haut, et à ce moment-là, on relance les tensions sur le pétrole. Ou on en sort par le bas, et à ce moment-là, on se détend. À titre personnel, pour l'instant, j'ai plutôt envie de choisir la cassure par le haut. Et les événements, on les aura après. Mais typiquement, pour moi, on continue de suivre le graphique à ce moment-là. Et pour l'instant, le pétrole, c'est toujours haussier. Globalement, sur la plupart des matières premières, on remonte plutôt pas mal.
Et sur l'or, on est venu chercher un support, ici, vous le voyez, la zone des 1870 et des brouettes, et on est réactif. Alors ça, je vais l'enlever parce que le marché s'en fout. Donc on est assez réactif, mais pour autant, hop, je vais mettre ici. Pour moi, ça, c'est un petit peu le no man's land, c'est-à-dire c'est très neutre. C'est-à-dire que globalement, si on veut retrouver des faveurs sur l'or et donc rejouer un petit peu, en gros, le côté refuge et protection sur les minières, il faudra casser ici, hein, revenir au-dessus assez rapidement des 1940-1950 $. A contrario, si on continue de s'enfoncer et qu'on retourne en dessous des 1840, ici, 1830, allez, là on annulerait le scénario. Donc ça aussi, ça va se décider avec la Fed, parce qu'en gros, si on continue de parler resserrement monétaire en s'en manquant de l'impact qu'on peut avoir sur la croissance, l'or ne va pas réellement apprécier, l'argent non plus. Au contraire, si la Fed commence à se dire, hop, ok, on va y aller peut-être un peu plus mollo, là, voilà, là aussi, l'or peut, justement, des politiques accommodantes, l'or apprécie. Ne pas oublier également que la Chine repart en politique accommodante, ne pas oublier que si la Chine veut notamment se faire un jour Taïwan, ils ont bien compris avec l'exemple russe que c'est bien d'avoir de l'or, mais il faut diversifier encore plus pour avoir des débouchés pour pouvoir s'en servir, parce que très rapidement vos assets peuvent se faire congeler, donc c'est bien d'avoir de l'or, mais c'est bien d'avoir également d'autres monnaies. Et sur l'argent, c'est exactement la même idée. Hein, on voit là, c'est même un petit peu plus pourri globalement, parce qu'on a cassé cette oblique-là, donc on a remis un petit peu de train. Mais voilà, ce que je le fais plutôt dans l'académie, etc., bien entendu, mais n'hésitez jamais à regarder vos graphiques sur le très long terme, et donc à bien comprendre un petit peu les forces en mouvement, et de bien comprendre qu'en fait on est toujours dans une tendance haussière sur l'argent par exemple, mais on est dans une immense construction qui dure maintenant depuis 2 années, et qui peut potentiellement encore durer plusieurs mois, mais globalement on n'a pas changé le schmilblick, c'est juste que voilà, on est en train de continuer de naviguer dans la figure, et que pour l'instant il n'y a pas de cassure. Donc là, toute l'importance de connaître votre profil pour ne pas vous faire noyer, et voir ça, et à court terme, complètement changer mon fusil d'épaule, alors que votre scénario long terme n'est pas forcément mauvais. C'est juste une question d'horizon de temps, d'horizon de placement. Globalement, ce qui m'intéresse, alors vous le savez ou vous ne le savez pas, mais je suis lié à la Pologne globalement, et donc je regarde l'euro zloty, là c'est très intéressant, parce que globalement, ici, c'est quand la Russie a annoncé qu'il coupait le robinet du gaz à la Pologne. Donc vous voyez le premier pic de peur, mais c'est très mineur par rapport à la guerre. Hein. Donc on voit déjà qu'on encaisse énormément, et puis surtout, on coupe le robinet, mais ça fait 2 mois. Donc je veux dire, on a eu largement le temps de s'y habituer, et c'est là où c'est très intéressant, parce qu'il y a 2 mois, tous les experts nous expliquaient qu'en gros, on ne pouvait pas remplacer le pétrole russe, on ne pouvait pas remplacer le gaz russe, et que ça prendrait des mois, voire des années. Quand on regarde l'Allemagne, alors le gaz, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais ce que je trouve très intéressant quand même, c'est la rapidité. Enfin, moi je suis agréablement surpris par la rapidité à laquelle justement on a trouvé des alternatives. Alors bien entendu, c'est des alternatives qui sont plus chères, donc inflation, etc. Mais c'est quand même des alternatives aujourd'hui. Donc voilà, donc là aussi c'est la même chose sur la Pologne, on coupe le gaz russe, mais globalement là aussi il y a tout un tas d'alternatives qui ont déjà été trouvées. Alors après il faut faire attention, c'est des alternatives, on est au printemps, c'est des alternatives qui sont trouvées maintenant. La question c'est, si tout ça devait durer jusqu'à l'hiver prochain, est-ce que ces alternatives-là sont encore possibles, hein. Il y a une différence entre trouver une alternative pour 1, 2, 3 mois et derrière retrouver des alternatives lorsqu'on a des pics de demande pendant l'hiver. Donc ça c'est quand même un autre problème il faut pas non plus penser que tout est résolu. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour, sinon on peut regarder le cuivre. Le cuivre, c'est la même chose. On voit qu'on a mis du temps, c'est toujours la même chose. Mais voilà, là, on se l'explique en se disant baisse de la croissance, et puis surtout moindre croissance chinoise à cause du Covid.
Ce qui sera intéressant, c'est de voir que quand le Covid sortira, voir si on a vraiment une remontée ou pas, ou si on casse un petit peu la dynamique. Mais globalement, vous voyez, on est toujours là aussi dans une figure de long terme qui reste haussière. Donc pour moi, globalement, les matières premières vont rester haussières à long terme, mais il ne faut pas négliger que l'on peut avoir des mouvements justement correctifs au prorata de leur hausse, parce qu'à un moment donné ou à un autre, le marché va intégrer qu'on a un intercycle qui est un cycle en fait de baisse de la demande. Pour autant, on reviendra sur des niveaux de prix qui sont au-dessus des niveaux de prix que l'on a connus ces 10 dernières années. Donc c'est-à-dire que c'est le même coût que pour l'inflation. Je pense qu'il y a une partie de cette inflation qui est transitoire, mais il y a une partie de cette inflation qui est durable, et donc il ne faut pas croire qu'on le reviendra à des niveaux d'inflation de ces 10 dernières années. Je pense qu'on est monté d'un cran et qu'on va dorénavant évoluer dans le cran d'au-dessus. Alors c'est surtout vrai pour les États-Unis. Pour l'Europe, c'est un peu plus compliqué pour l'Europe, puisqu'on est déjà en croissance zéro sur le premier trimestre. Donc il y a la guerre, bien entendu, elle va avoir bon dos, bien entendu, mais ça risque, c'est un peu plus compliqué pour l'Europe. On va aller regarder quelques actions. Globalement, AB InBev, donc justement, il faut bien se désaltérer à un moment donné pour voir venir. Donc évidemment, si vous avez la cassure ici qui se fait par le haut, ça peut être une valeur assez défensive. Vous avez Kraft, vous avez Carrefour, tout ça, qui est même Casino, qui est en train de revenir un petit peu. Albioma, je ne vous fais pas un dessin, on s'en était parlé, je pense, il y a plusieurs semaines. Je voulais vous la présenter la semaine dernière, mais on ne l'a pas fait. Il y avait cette belle figure ici. Boum, OPA, terminé. Encore une belle valeur qu'on nous sort de la cote en Europe. Alibaba, donc du coup, énormément de volatilité, mais on le voit. Donc ici, c'était quand déjà la Banque centrale chinoise avait dit on va supporter et compagnie. Et ici, en fait, c'est une nouvelle anticipation. Donc petit à petit, on est en train de construire le socle, vous voyez, de construire la figure, ici, en triangle symétrique. Ça peut pas mal naviguer encore, mais petit à petit, éventuellement, on est en train de construire le retournement. Pour autant, valider le retournement effectif, vous le voyez, il faudra sortir par le haut de cette oblique, mais en gros, les valeurs chinoises, les valeurs émergentes, d'une manière générale, on voit, trouvent des flux, justement, qui sortent des US, parce qu'ils sont un petit peu survalorisés et compagnie, et ils vont chercher ailleurs. Alors l'Europe, pour l'instant, c'est un petit peu en deçà, il faudra certainement attendre que la guerre soit terminée, même au-delà que la guerre soit terminée, que ça se calme un petit peu, donc ça mettra peut-être un peu plus de temps, et que, évidemment, l'euro. Mais ça, c'est la vidéo que je vous ai faite un petit peu plus tôt dans la semaine, et ce n'est que de l'hypothèse à ce stade-là, et donc également les pays émergents, mais on en a parlé déjà dans différentes vidéos. Alstom également, toujours une tendance baissière, mais vous avez la congestion, donc il faut en sortir par le haut ou par le bas pour avoir votre décision. Si vous en sortez par le haut, je viserai bien la zone des 25 € à titre personnel. Apple, donc les résultats sont bons, mais on est prudent sur la suite. Globalement, de toute manière, graphiquement, c'était déjà le cas, c'était déjà assez prudent. Donc pas mal de volatilité là aussi, vous voyez, et on est en train de construire. Là, ce n'est pas un socle, c'est un plafond. Donc pour redevenir positif, je dirais, et nous faire aider un petit peu par la pomme, il faudra au minimum redéborder cette zone des 166-168. Tant qu'on reste en dessous, pour moi, c'est un no man's land, une zone assez neutre. Et à contrario, si on commence à lâcher les 155, on réouvrirait cette zone à des 145. Et donc, un petit peu plus de correction sur la plus grosse pondération, avec tout un tas de collatéraux sur tout un tas de portefeuilles. Ça serait, encore une fois, ça ne serait pas terrible pour le Nasdaq. Arcelor, on voit, ça gesticule énormément. On continue d'être dans le triangle symétrique également. Voilà, c'est la même chose, je veux dire, tant que vous en sortez par le haut, on n'a pas réellement de validation. Semi-conducteur, c'est toujours très léger. Alors, il y a Soitec qui a sorti un petit peu son épingle du jeu, mais on voit ASM, je dirais, c'est léger. Soitec, voilà, qui sort bien avec deux gaps successifs ici, avec deux belles bougies. On arrive là dans une zone de résistance éventuellement. Donc c'est très propre, mais là aussi, ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous avez des bons mouvements, mais vous le voyez, tant que vous avez cette zone de gap ici qui n'est pas refermée, vous ne pouvez pas parler de retournement haussier. Donc on reste dans des ranges qui sont très écartés, donc on a beaucoup de volatilité et ça permet d'offrir de très bons trades, mais on n'est plus dans une tendance haussière de fond.
hein. On a cassé cette dynamique-là, et donc vous êtes dans un très large range. 120, 180, 190. C'est rien de le dire. Athos résiliente cette semaine. Alors c'est toujours une tendance baissière, bien entendu. Je me suis fait sortir comme un malpropre, mais pour une fois que j'avais décidé de protéger le capital, évidemment, elle a fait sa mèche. Mais il faut le faire, parce que plus souvent, ça vous coûtera de ne pas le faire que les rares fois où finalement le titre repartira. D'autant plus que il n'est jamais trop tard pour rentrer, donc si jamais on fait un pullback, tout ce que vous voulez, éventuellement ça peut réouvrir une porte d'entrée, parce qu'en attendant, je veux dire, c'est pas du jour au lendemain que le titre va repartir, sauf au PA évidemment, mais ça c'est un petit peu l'Arlésienne. Et du coup, ça risque de mettre du temps à reconstruire. Mais, toujours est-il, voilà, on s'est remis dans de meilleures dispositions, donc tant mieux. Au-dessus des 22 €, c'est un bon niveau. Et maintenant, il va falloir mettre en place la construction. Boiron, ça c'est un petit peu plus propre. La tendance est haussière et on est en train d'essayer de s'en sortir par le haut. Donc là aussi, il ne faut jamais négliger parce que c'est des titres qui ne sont pas super liquides. Donc vous pouvez revenir sur les 40 €, qui peut être éventuellement une zone d'achat. Au niveau de Carrefour, on reste sur des défensifs et ça reste propre. Je n'ai pas grand chose de plus à dire, au-dessus des 19 €, c'est positif. CGG, ça continue de rester haussier, on est une nouvelle fois venu chercher la résistance. Si on arrive à passer, on peut s'ouvrir, je pense, la zone des 1,19, là, vous voyez, en prochaine zone. On passerait dans une consolidation un petit peu plus profonde, je dirais, sur cassure des 1 €, 1,02. Claranova, il n'y a toujours rien pour moi, c'est du rebond technique qu'il y a à ce stade-là. On peut commencer à le voir comme ça, potentiellement, dans ce biseau. Mais tant que vous ne le cassez pas par le haut, voilà, c'est en mode trading ou anticipé à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose de plus. Eramé, on a corrigé au prorata, donc on avait cassé cette figure ici déjà, on a fait le rebond ensuite suite au résultat, on a bloqué sur l'ancien support devenu résistance et on a relancé la phase de correction. Cette phase de correction, elle peut éventuellement revenir sur cette zone des 120, je dirais, jusqu'à la zone des 112. Mais voilà, ça reste une tendance haussière, donc ça reste quelque chose qui va rester assez volatile. Mais en gros, vous rentrez dans une neutralisation où ça va pas mal zigzaguer, en attendant d'avoir là aussi une nouvelle figure. Galapagos, j'ai préféré pas trop tergiverser, en plus je suivais un petit peu mes chinoises, donc j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas regardé où était la news globalement. Donc je ne sais pas, vous le direz en commentaire. Mais je ne vais pas chercher à comprendre, j'ai soldé la position par protection. Parce que l'idée, c'est toujours la même chose, c'est que vous pouvez re-rentrer. Si jamais il y a une nouvelle opportunité, un nouveau signal, vous pouvez tout simplement re-rentrer. Mais là, l'important de ce type de marché-là, on voit qu'il redevient volatile très rapidement, c'est avant tout de protéger le capital. C'est votre mission première. Donc là, ce qui nous intéresse, on le voit, c'est que malgré la volatilité, on est venu chercher l'oblique, on l'a tenu. Mais on reste bien coincé quand même. Donc entre le support, aux alentours des 54 €, et la résistance, aux alentours des 58-59. Donc là aussi, c'est ce que j'appelle du no man's land, quand en gros, il n'y a pas, mis à part d'être trader, en gros, il n'y a pas d'intérêt, pendant que la valeur zigzague là-dedans, il n'y a pas vraiment d'intérêt, vous n'avez pas de décision. Donc il faudra soit ressortir par le haut pour repartir pour un tour, soit casser par le bas, et à ce moment-là, revenir certainement vers cette zone ici des 52-51 € en zone de support. GTT est toujours haussière également, mais là aussi, je trouve qu'on a beaucoup de ces valeurs qui sont haussières, indéniablement. Valeur énergie, on retrouve ça sur toute l'énergie. On est en train de construire là aussi des plafonds à ce stade-là. Donc on peut faire ça, et en gros, on construit les figures. Ça reste haussier à ce stade-là, mais il faut éventuellement, évidemment, s'attendre à peut-être un petit peu plus de volatilité et de consolidation. Les minières, donc je regarde minières or comme Harmonie, c'est pas terrible, donc on voit qu'on a tout cassé par le bas, on a tenu ce support quand même, tant bien que mal, on a fait le rebond aujourd'hui et on bloque sous l'ancienne résistance, on voit, on rebloque là-dessous. Donc en gros, tout est à refaire. Donc si vous recassez ici par le bas, je ne vous fais pas un dessin, globalement il restera cette oblique, on ira chercher cette oblique-là. Mais voilà, ce sera en gros au minimum à remettre à plus tard. Ou sinon, il va falloir réussir à recasser ces 4,30
et c'est 4,60. Autant dire qu'il y a à nouveau du boulot avant que ça redevienne intéressant sur les minières. Là où c'est important également, c'est le luxe, hein. Forte pondération du CAC 40 et on voit Hermès, on voit le marché français qui a été résilient cette semaine, le luxe qui a rebondi, mais on rebondit sur résistance, dans une tendance, dans une configuration qui est quand même assez légère. Vous voyez, avant de parler de relance haussière sur Hermès par exemple, il faudra au minimum revenir au-dessus des 1300 €. Or là, on a plutôt cassé un petit peu la dynamique de court terme et on a fait un pullback. Donc on est revenu sur l'ancien support en résistance. Donc méfiance là-dessus, voilà, si on commence à partir là, aller refermer ce gap. Et évidemment, l'impact de ces valeurs-là sur le CAC 40. On peut regarder LVMH, c'est à peu près la même disposition, hein. Vous le voyez, on n'arrive pas à repasser les niveaux de résistance à ce stade-là. On travaille les niveaux de support, donc même chose, c'est très neutre. C'est très neutre et en attente justement. Donc on subit un petit peu les montagnes russes, hein, actuellement, sans jeu de mots. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on reste quand même dégradé. Et donc le risque en termes de protection de capital, c'est si on lâche les supports, il faut faire attention que le marché ne parte pas en appel de marge et en capitulation. Et surtout, ce que je vous explique souvent, c'est la fatigue, un petit peu l'usure. C'est-à-dire que oui, on tient bien, oui, on arrive à tenter de relancer des rebonds, etc. Mais à quel prix? Est-ce qu'on n'est pas en train d'user la force des acheteurs pour des rebonds qui sont toujours moins hauts que le précédent? Et donc, si on utilise un petit peu trop la force des acheteurs, au bout d'un moment, ils n'en auront plus. Et les vendeurs pourront rentrer dans le lard des supports beaucoup plus facilement. Et les acheteurs lâcheront. Et c'est là où vous avez les appels de marge, la capitulation. Mais c'est pour bien comprendre l'image également de cette usure. Donc je dirais, toujours est-il, voilà, c'est résilient, oui, mais il y a quand même une grosse casquette prudente encore à détenir. Rien n'est fait. Morel et Prom, on avait parlé du prorata qui était possible, hein, on y a eu droit, on est venu jusqu'aux 4 €, il y a le rebond technique, c'est prorata, le premier prorata est toujours acheté. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est derrière le rebond. Et petit à petit, la volatilité qui baisse et qui nous permet, on verra, de construire une figure. Pour l'instant, je vais m'arrêter là parce qu'on n'a pas suffisamment de points d'impact. Et de cette figure, ensuite, on en sort par le haut pour relancer la tendance haussière, on en sort par le bas pour une correction un petit peu plus importante. Neoen, c'est flat, c'est neutre, mais c'est haussier, je dirais, au-dessus des 35 €. On peut rester positif, mais il faudra redéborder, vous voyez, cette zone des 40-41 €. Nutrien, donc tout ce qui est lié engrais, agriculture et compagnie, on est dans les mêmes types de valeurs qui ont énormément profité ces dernières semaines, de la guerre notamment, mais de tout ce qui est pénurie et compagnie, qui elles aussi, voilà, vous voyez, font du prorata, font le rebond, mais bloquent sur résistance. Et donc en fait, petit à petit, on valide une zone de congestion. Donc là, soit ça casse par le haut et on repart pour la tendance haussière, soit ça casse par le bas et il va falloir s'attendre à des prorata un petit peu plus puissants, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière. Ce qui veut dire que globalement, si vous avez les prorata qui se mettent en place et si vous voulez jouer des rebonds, c'est plus facile de jouer des rebonds sur des tendances qui sont toujours haussières sur le fond, parce qu'il y a des probabilités supérieures que vous aurez un rebond de toute manière à un moment donné ou à un autre, et que même si vous rentrez mal, vous en sortirez en règle générale pas trop mal. Sur une tendance baissière, c'est beaucoup plus compliqué. Qui plus est, si vous cassez les plus bas, vous n'avez plus de repères, et ça peut aller très vite. Là aussi, ça peut aller très vite globalement, mais parce que vous voyez, il peut y avoir énormément de volatilité. Mais globalement, là aussi, vous savez que vous allez trouver des acheteurs et que, grosso modo, au minimum, vous avez des niveaux de soutien technique qui peuvent vous permettre de mettre en place votre plan et votre money management. C'est ça l'essentiel. Orange, c'est toujours très propre aussi, toujours haussier. J'ai rien de plus à dire. Au-dessus des 11 €, c'est positif. Rheinmetall, donc armement allemand. On voit, on passe des semaines plutôt calmes, en range, ici, plutôt neutre. Donc l'idée, c'est plutôt un truc comme ça, je dirais. Mais voilà, c'est plutôt de la consolidation à ce stade-là.
Ribert, ça reste positif, c'est toujours illiquide, c'est toujours la zone des 1,90 à dépasser. Ruby, c'est toujours baissier, on a rebondi sur les 24 euros. Voilà, hop, tenir cette zone-là, si on lâche, je dirais la zone des 23 euros, mais à ce stade-là, ça tient. Mais toujours est-il que tenir le support, c'est pas mal, mais avant de parler de retournement, bah, il va falloir réussir à déborder, vous voyez, cette zone des 27, 28 euros, avant de commencer à construire un petit peu des retournements. Sanofi, ça consolide un petit peu, rien de bien méchant, c'est haussier à ce stade-là. Sartorius, c'est un petit peu plus compliqué, on est revenu chercher le support, on refait le rebond. Mais à l'image de ce qu'on a sur le Nasdaq, hein, vous voyez, je veux dire, vous pouvez faire un rebond jusque-là, hein, c'est juteux. Mais il y a de très faibles probabilités pour qu'on casse, c'est trop tôt. Par contre, ce qui peut arriver, vous voyez, c'est qu'on continue à faire du zigzag, et petit à petit, la volatilité va baisser, et ça va nous permettre d'arriver au bout d'une figure. Et là, évidemment, on casse dans un sens ou dans l'autre, mais ça vous donne l'indication. Au niveau de Société Générale et des banques, là aussi, on est en mode je congestionne, donc c'est très neutre. En sortir par le haut, évidemment, ça serait positif, ça permettrait de réouvrir la zone des 26 euros, ça serait positif pour le moral et donc pour le CAC 40 aussi. En sortir par le bas, on aurait quand même une zone de support, je dirais aux alentours des 22 euros, qu'il faudrait tenir. Et ensuite, la suivante, 21,50 euros. Et si vous lâchez ici par le bas, c'est ce qu'on pourrait appeler la seconde jambe baissière qui nous amènerait peut-être vers la zone des 18 euros. À nouveau, nous n'y sommes pas. Pour l'instant, c'est la congestion qui prédomine. Mais là aussi, c'est des valeurs qui peuvent servir justement d'indicateurs globalement, parce que suivant comment ça va sortir, ça vous donne déjà une confiance ou pas, ou une défiance dans le marché. Qu'est-ce qu'on a? Solution 30, les résultats ont été vendus. Alors il y a toujours une OPA qui est possible, etc. Bien entendu. C'est l'Arlésienne, on semble tenir les 5,20 €. Je vais ajuster un petit peu mon oblique, là, tac, ça j'enlève. Ouais, c'est un petit peu léger parce que bon, évidemment, vous avez des zones support. Mais encore, c'est un petit peu léger, je trouve. Mais la tendance est complètement dégradée dorénavant. Les résultats ont été vendus. Il y a un gros gap baissier. Donc oui, vous pouvez faire du rebond technique. Mais tant que vous ne refermez pas le gap, ça reste du rebond technique. Et la probabilité, c'est que vous fassiez un truc comme ça, hein, en gros. Sauf si voilà, on commence à être un peu plus insistant avec de l'OPA. Mais à ce stade-là, on voit que le marché, il a plutôt choisi son camp. Et pour l'instant, il n'a pas trop envie de jouer avec le feu. Donc ça reste des dossiers qu'il faut regarder, hein, qu'il faut suivre, un petit peu comme Athos. Mais voilà, où il faut éviter comme Athos, il faut éviter de continuellement avoir peur de louper l'occasion. Parce que on se fait un petit peu, si on ne se fait pas du mal au portefeuille, on se fait un petit peu du mal au moral quand même. Stellantis, ça reste baissier, on est revenu chercher le support horizontal, ça fait du rebond technique. Voilà, là aussi, hein, évidemment, beaucoup de personnes vont me dire Stellantis, c'est génial, c'est pas cher comme dossier, à long terme c'est génial, il y a un bon dividende, voilà, ça se paye vraiment pas cher. Oui, ok, très bien, je valide. Mais est-ce que ça peut se payer moins cher? Je ne sais pas, si ça casse ici ce support-là, est-ce que éventuellement vous pouvez la toucher à 11,50? Est-ce que éventuellement, je ne sais pas, on peut même revenir jusqu'à la zone des 10 euros? Ça serait encore moins cher. J'en sais rien, je ne sais pas répondre à ça. Tout ce que je sais dire pour l'instant, c'est que c'est un titre qui est dans une tendance baissière, qui fait du rebond technique, hein, au prorata. Mais avant de pouvoir parler de retournement haussier et d'être un petit peu plus moindre risque, va falloir patienter, il n'y a pas ça encore. Technicolor, ça reste ok, on est venu chercher le support ici, là, tac, pour rebondir. La résistance, je la mettrai ici, hop. Alors, j'ai pas pris l'apéro encore, mais on va essayer de tracer droit. Voilà, et donc en gros, vous l'avez compris, on est en mode zigzag. Donc si on arrive à redépasser ici, on se remet dans des bonnes dispositions pour tenter de continuer la tendance de fond. Le jour où vous cassez les 3 euros par le bas, bon, il restera des supports globalement, mais on aura un petit peu cassé les petites pattes arrière de ce mouvement. Technip Énergie également, c'est assez léger. Donc on a bien poussé jusqu'ici. Là, on fait le retracement jusqu'à 11,50 € et vous voyez, les tentatives des acheteurs sont assez timides. On n'arrive pas à redépasser au minimum la moitié de ce chandelier ici.
Donc c'est un petit peu léger, donc on se méfie éventuellement qu'on revienne chercher cette zone des 11 euros. Bon, en gros, c'est ça hein, après. Hein. Moi, je préfère qu'on fasse ça, en gros, tac. Voilà, et que petit à petit, alors je ne sais pas encore où, on verra ce que le marché va valider, mais qu'on commence à construire une petite figure ici qui va nous congestionner et nous amener à une décision plus tard. Thales, même chose que Rheinmetall. On voit, on consolide le mouvement à ce stade. Alors, c'est toujours haussier long terme, bien entendu. Mais voilà, on consolide un petit peu le mouvement, rien de bien méchant. On pourrait même descendre jusqu'au 115, que pour moi, ça n'altérerait pas la tendance de fond et même éventuellement donnerait un point d'accumulation. Total Energy, ça reste propre également. Mais avant de parler de retournement, vous voyez, il va falloir redépasser cette zone des 48 euros. Alors, on l'a vu avec le Brent, qui potentiellement peut tenter de sortir la tête par le haut. Et là, on y est également, dans la figure, vous voyez, de congestion. Donc pas mal de zigzags dans la figure et en attente de la sortie. Ubisoft, là également, rumeur d'OPA, donc ça avait bien boosté la semaine dernière. On a consolidé sur la zone des 40 euros cette semaine et on tente de relancer. Donc là, c'est plutôt un bon retournement, bien effectif, au-dessus des 40 euros. Au-dessus de ce niveau-là, on continue de jouer le retournement éventuellement pour aller chercher les 47, 48. Et on verra après. Unibail, par contre, petit coup d'arrêt. On a bloqué là, ici, sur les 70. On revient sur les 65 qui reste support. Donc voilà, assez neutre, mais toujours avec un biais positif, je dirais, au-dessus des 65 euros. Valourec également, même chose. On a sur la plupart des valeurs énergie, sauf CGG, on a pas mal corrigé. Mais c'est des corrections au prorata de la hausse qui ne remettent pas en cause la tendance haussière. On a rebondi. Et on a bloqué ici sur la moyenne mobile 20, et donc en gros, on se retrouve avec des figures. Donc un petit peu dans cette zone-là. On arrive à repartir vers le haut, on peut retenter la relance de la tendance haussière, vous cassez par le bas, on ira corriger de manière un petit peu plus profonde, mais sans pour autant changer la donne à moyen terme, à mon sens, vers cette zone des 9,40 qui peut éventuellement ouvrir une nouvelle porte d'entrée. Worldline, c'est comme Atos, c'est une tendance baissière, mais on a acheté les résultats. Comme Atos, on peut avoir une nouvelle porte d'entrée si on revient chercher les 36 euros, 40, 50. Ça peut être une zone intéressante. Et comme Atos, il faudra attendre derrière qu'on congestionne et qu'on construise avant de parler de retournement. Et pour ça, il faudra dépasser, je pense, la zone ici, là, des 40 euros, 40 euros 20 et jusqu'à cette zone-là des 41 euros pour arrondir. Xilam Animation, c'est un petit titre. Il n'y a pas beaucoup de volume, mais ça reste plutôt positif. Alors, comme il n'y a pas beaucoup de volume, vous n'êtes jamais à l'abri de faire une mèche et donc éventuellement de laisser une épuisette quelque part, un ordre à court limité si on veut pouvoir profiter éventuellement d'une peur, etc. Donc, cette zone des 39,50 €, ça peut être un niveau, ou des 38,70 €. Ça peut être des niveaux qui peuvent être intéressants pour ensuite essayer de jouer la cassure par le haut et donc la relance. C'est opéable aussi, il me semble. Toujours possible. Quelques actions supplémentaires. On a Inat Pharma, donc ça c'est de la biotech. Vous avez eu une news, mais cette news en fait vous permet de revenir sur l'ancien support qui devient résistance. Donc en fait ce qui va surtout être important, c'est la digestion de cette news. Donc en gros, si on arrive à rester dans cette zone-là et à repasser au-dessus des 3 euros, ça c'est ce qu'on veut voir pour commencer à parler retournement. Soitec, on l'a vu, c'était très propre. Technicolor aussi, tac tac tac. Quadient également, qu'est-ce que ça nous fait? C'est plutôt pas mal. Alors ça reste une tendance baissière, mais éventuellement ça acte une volonté de retournement. Il va falloir casser cette oblique ici. Et vous avez un bon support ici aux alentours des 16,60. Je ne vais pas tracer très droit ici, mais voilà, c'est l'idée. Villemorin, qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait un moment que je n'ai pas suivi, mais c'est toujours baissier. Et voilà, globalement, vous êtes dans une figure. Donc ça, c'est pour jouer des rebonds un petit peu plus puissants, mais pas encore du moindre risque ou des retournements. Savencia aussi, ça fait partie des valeurs un petit peu plus défensives actuellement. Et on le voit, on est typiquement dans les titres, alors je trace ça à l'arrache, mais typiquement dans les titres que j'ai envie de voir en biseau. Et donc, évidemment, pour jouer le retournement, casser par le haut. Et ça, c'est des titres voilà, qui peuvent offrir... Alors, si vous n'avez pas gagné des 100 et des 1000, mais ça peut offrir un petit peu de défense. Bon duel, bon, il n'y a pas grand-chose de bon. Il faudra attendre un débordement des 17 euros pour jouer un peu plus le rebond. Vous avez Wavestone là qui repart bien globalement. Les titres de toute façon qui ont été très aimés, qui corrigent comme ça s'achète. Et derrière ici on avait la congestion et on a réussi à redéborder par le haut, donc ça reste propre. Sinon Airbus,
ici en train de congestionner et il faudra là aussi déborder par le haut pour retourner l'affaire. Vous avez Safran qui est dans la même approche. Donc ça, c'est l'euro-dollar est hyper important pour ces entreprises-là. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'impact sur le marché, on le voit. Et pour Safran, c'est la même chose. Il faudra réussir à déborder les 110, 112 là, pour essayer de s'extirper par le haut et vraiment parler de retournement. Évidemment, je ne fais pas un dessin, ça sort par le bas. Ça ne sera pas pour ce coup-ci. Donc voilà un petit peu. CGDIM, c'est pas super liquide comme valeur. Ça zigzague énormément. Enfin, vous voyez, on reste bloqué énormément. Donc ça peut se regarder le jour où on revient un petit peu au-dessus des 26 euros vers le haut de la figure pour jouer le break à une nouvelle fois. Arkema, même chose, hein, vous voyez, on est dans une congestion et donc on est en attente. En arrivant à en sortir par le haut, on peut se payer un rebond un petit peu plus puissant, mais sans pour autant encore acter un vrai retournement de marché. A contrario, vous sortez par le bas, il faudra commencer à parler, mais ça ne sera pas que Arkema, ce sera certainement l'ensemble du marché. On ira chercher un petit peu plus bas. Il faudra voir où on se stoppe pour commencer à construire les figures. Hein, éventuellement, vous voyez, ce genre de choses-là, alors ça dépend comment on veut construire. Ici, si on part du principe que c'est un excès, essayez cette fois-ci là de respecter un petit peu plus la trendline. Voilà, je passe rapidement. Il y avait du Clépierre aussi, mais c'est comme Unibail, je pense. Ça continue de construire et de congestionner. On est en attente, il faudra sortir par le haut pour donner une indication. ADP qui consolide aussi. On est allé chercher les 150 euros. Voilà, ça ne me parle pas plus que ça. C'est des tendances qui sont haussières mais qui consolident et on l'a vu avec les marchés qui sont un petit peu entre deux eaux. C'est tout simplement pas des marchés sur lesquels il faut se précipiter à l'achat en se disant les valeurs sont pas chères. Non, non. Là, c'est vraiment des marchés où on voit, on a des rebonds, etc. On a des congestions dans des figures, mais ce qui va vraiment être prépondérant maintenant, c'est de patienter, savoir patienter pour avoir les vraies cassures. Si on commence à casser par le haut et que l'ensemble des valeurs fait ça, évidemment, ça voudra dire, pour une raison X ou Y, le marché a envie d'y croire. On a toujours des liquidités, les actions sont toujours la seule alternative possible à l'investissement, etc. On pourra l'expliquer de toutes les façons qu'on veut. On repartira pour un tour. Mais là, pour moi, tant qu'on ne casse pas effectivement par le haut, j'ai envie de rester globalement prudent. Dans cette logique de protection du capital, c'est pour moi vital sur une année 2022 comme on a actuellement. Et on aura bien assez le temps, quand les choses s'amélioreront, voilà, de se dire oui, ok, là, on y va. À ce stade-là, pour moi, c'est encore un marché de trading, marché très volatile, très nerveux, où on alterne un petit peu tous les scénarios, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et donc, la loi, c'est soit, voilà, on est en mode prendre ce qu'il y a à prendre. Il y a encore de très belles tendances et des valeurs qui sont très propres, oui, bien entendu. Mais voilà, attention un petit peu à la gestion du risque, à la gestion des positions. Voilà, on pourrait continuer, mais globalement, je pense qu'on a fait le tour sur les configurations principales que l'on retrouve globalement sur la majorité des valeurs. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi sur graphcobourse.fr. Je fais des chroniques quotidiennes également. N'hésitez pas à aller sur le site graphcobourse.fr justement pour pouvoir les lire. Ça peut vous permettre au jour le jour d'avoir un condensé qui est globalement ce que je synthétise en semaine, en fin de semaine, avec vous ici. Mais en cours de journée, ça peut vous éviter éventuellement de paniquer ou de faire du FOMO. Je espère en tout cas que ça peut apporter. Le site également, j'ai refait un petit peu le site, alors à la va-vite, hein, c'est jamais mon point principal de compétence. Mais voilà, c'est j'espère, plus lisible. Donc n'hésitez pas à me faire des retours aussi, je ne sais pas, sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur. Regardez un petit peu si le site c'est bien, si les polices d'écriture sont pas trop grosses, pas trop petites, que c'est bien lisible. N'hésitez pas à me faire des retours. C'est un petit peu les goûts et les couleurs, ça se discute pas bien entendu, mais j'ai essayé de faire quelque chose voilà, qui est peut-être, je l'espère, plus lisible pour que ce soit plus agréable à naviguer dessus. Merci d'avance pour vos retours, merci d'avance pour vos likes, vos partages, comme d'habitude.
Ça motive grandement. On se retrouve lundi donc pour savoir, parce que vraiment le marché pour moi c'est en mode au jour le jour actuellement, hein. On navigue à vue pour moi. J'ai pas vraiment de vision à moyen terme à ce stade-là. Je suis plutôt déjà en attente que le marché nous prouve continue de nous prouver de tenir. Je vais finir par finir. Bon week-end à vous les graphes. Salut.